Bonjour et bienvenue pour l'émission du programme Oli Médical, donc l'émission Radio Oli Médical, programme de l'association Gvaïm, depuis le studio Kalita, aujourd'hui donc à Jérusalem. Nous sommes quelques heures après les élections israéliennes et il est bien toujours à ma droite, Jonathan Rubinstein. Bonjour. Comment ça va, Jonathan? Ça va très très bien. Tu m'étonnes, tu joues à domicile aujourd'hui. Exactement. Et à ma gauche, professeur Élie Picard. Merci d'être venu aujourd'hui, bonjour. Bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous recevoir. Avant de discuter avec vous de votre parcours, on va préciser que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est très très bon signe car on a fait le pari pas évident d'intéresser à la fois des professionnels de la santé qui envisagent de s'installer en Israël et que nous accompagnons donc au quotidien à travers le programme Oli Médical, mais aussi de vous adresser à vous qui, comme Jonathan et moi, n'avons pas opté pour des études de médecine ou des études du domaine de la santé, mais qui avons envie de comprendre le système de santé israélien, comment ça fonctionne, les différentes spécialités, etc. Et donc, sans plus attendre, pour cette troisième émission, donc, il est temps donc, de vous introduire professeur Picard, donc invité de marque, je me permets de dire de marque, n'exagérons rien. parce que vous n'êtes plus vraiment à présenter. Vous êtes aussi, je pense que c'est important de le préciser, le fils de Marianne et Bernard Picard. Et j'en suis très fier. Vous pouvez le préciser. J'imagine qui ont dirigé donc les écoles Lucien de Hirsch et Yavne. Pour moi, peut-être un peu plus jeune, c'est surtout le livre d'histoire du judaïsme par lequel j'ai beaucoup appris. Donc vos parents nous ont transmis l'histoire et on peut peut-être dire aujourd'hui que par votre action en Israël, vous contribuez à écrire l'histoire juive en Israël. Je me permets de dire, ma maman disait toujours, on monte en Israël parce qu'il faut vivre l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, son histoire se passe maintenant en Israël. Personne qui ne monte pas en Israël ne vit pas vraiment l'histoire du peuple juif. En tout cas, on est ravis de vivre ce moment avec vous. Donc, d'abord quelques mots sur vous. Vous êtes donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, on peut être spécialiste de plusieurs choses et aussi passer plusieurs surspécialités. Donc, vous êtes spécialiste en pédiatrie, vous êtes pédiatre, et aussi mumche le tipul nimrat yeladim, donc spécialiste en urgence pédiatrique. Non, soins intensifs pédiatriques. Exactement. Pas tout à fait. Vous faites bien de me corriger. Et mumche le refuat reot yeladim, l'intitulé en français exact, on va dire pneumopédiatre. Pneumopédiatre, nickel. Et donc vous êtes, vous avez aujourd'hui abandonné votre institut de pneumopédiatrie à l'hôpital Sha'arei Tzedek que vous dirigez pour répondre donc à nos questions. Et nous allons donc parler de spécialisation en Israël, de surspécialisation en pédiatrie. Nous allons aussi parler de votre parcours, on l'a dit. Mais avant tout, on a l'habitude de commencer par quelques sujets d'actualité avec Jonathan. Je brûle quand même d'envie de vous demander, en cette période post-électorale, mais avant la constitution d'un gouvernement, quelles sont selon vous les 2-3 urgences, points importants sur lesquels le prochain gouvernement devrait peut-être agir? Sur le point médical. Sur le point de vue médical, bien sûr. Dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé. Alors je pense que il faudrait peut-être expliquer. Je peux vous en parler pendant 10 minutes, à mon avis. Donc, il y a je dirais au moins trois problèmes qu'il faut régler de façon urgente dans ce qui concerne le problème de la santé en Israël. Premièrement, à mon avis, il faudrait faire des commissions. La première commission, ce serait de réorganiser le système des spécialités, car on a, dans certains domaines, on manque de spécialistes. Et c'est exact. Et la façon dont le système israélien, je ne sais pas comment se passe exactement le système français, est organisé, on manquera toujours de spécialistes dans certains domaines. Et on aura peut-être, à la limite, peut-être un jour de trop dans d'autres domaines. La formation des spécialistes est fonction du nombre d'internes que vous formez. Or, le nombre d'internes qui est formé, c'est le nombre d'internes ou de mitmachim ou de resident en anglais dont l'hôpital a besoin. L'hôpital, c'est pas le ministère de la Santé. L'hôpital a un service de pédiatrie. Il va falloir qu'il y ait chaque soir un interne de garde aux urgences, un interne de garde dans le service, un interne de garde dans le service des prémas et un interne de garde dans l'unité de soins intensifs. Donc il faut au minimum 4 internes de garde. 4 internes de garde, ça veut dire, s'il y a 30 jours dans le mois, il faut
4 que de multiplie 30, 120 postes à remplir chaque mois. Alors, dans chaque service, il va falloir, alors le service de pédiatrie en général, on a besoin de beaucoup d'internes, puisqu'il va falloir assurer ces services. Par contre, prenez par exemple l'exemple de la dermatologie. Je ne sais pas si on manque ou pas de dermatologues, je ne veux pas maintenant... En dermatologie, vous avez très peu de services en Israël. Pourquoi? Parce que premièrement, la dermatologie est surtout une spécialité ambulatoire. Avec tout le respect que j'ai pour mes collègues dermatologues, on a rarement une urgence dermatologique à 3 heures du matin. Donc, il y a d'abord peu de services, puisque, par exemple, à Shaare Zedek, il n'y a pas de service dermatologie, il y a une consultation dermatologique. Pourquoi? Si vraiment quelqu'un a une cellulite grave, on peut le mettre en médecine interne ou en service de pédiatrie générale. Donc, on peut se passer en général de services de dermatologie. Donc, il y a 4 ou 5 services en Israël. Il y en a à Hadassah, il y en a à Bélizot, etc. Et on n'a besoin que d'un interne de garde en dermatologie. Et encore, je me souviens quand j'étais interne à Hadassah, on rigolait toujours parce qu'on disait, quand à 3 heures du matin, on pensait qu'il fallait peut-être demander au dermatologue ce qu'il pense d'une éruption. On disait, non, on va pas le réveiller, il est en train de dormir. On va attendre 7 heures du matin. Donc, il se réveille à 7 heures du matin, on le voyait se réveiller après qu'il est... et on lui disait, tu peux regarder 2 minutes. Et c'était le seul qui allait manger son petit déjeuner offert par là. Parce que nous, on était toujours en train de travailler. Donc, on formera... a priori, beaucoup moins de dermatologues. Il est possible que ça suffise. Mais disons qu'on manque de 100 dermatologues. Les hôpitaux, c'est pas leur problème. C'est le problème du ministère de la Santé. Or, il n'y a aucune politique globale, aucune institution, aucune commission au service de la santé qui vérifie de quoi on manque. Je sais, par exemple, ça j'en suis sûr, on manque de rhumatologues. Non, on manque de rhumatologues, mais on forme très peu de rhumatologues parce que l'hôpital, lorsque j'en parlais au directeur de l'hôpital chez nous à Shaare Zedek, c'est pas mon problème qu'on manque de rhumatologues. Il faut permettre aussi aux coupotes de former des internes. Et c'est non plus pas le problème. Quand je reprends par exemple, c'est pas la coupatroline a peut-être, parce qu'il peut y avoir qu'une coupatroline, peut-être pas vraiment besoin, une coupatroline n'a pas vraiment besoin de rhumatologue. À part ça leur coûte de l'argent. C'est le ministère de la Santé qui devrait planifier, vérifier. Voilà, on manque de... par exemple, rhumatologie, c'est très demandé, mais il n'y a pas de place. Pourquoi? Prenons l'exemple de l'hôpital Shaare Zedek. Alors, une petite unité, un institut de rhumatologie, on en parlait, où on a besoin d'un interne, c'est déjà plus des internes, puisque c'est une spécialité, ce qu'on appelle itmachut al, une surspécialité. En Israël, c'est pas comme en France, du moins il y a 35 ans, lorsque j'étais encore en France, on fait d'abord une spécialité de médecine interne, 4 ans ou 4 ans et demi, vous ne me prenez pas au mot, et ensuite, une fois que vous êtes un interniste, qui est d'ailleurs très bon, il faut d'abord être un excellent médecin pour faire une spécialité, une deuxième spécialité. Donc, dans un hôpital, on a besoin d'une unité de rhumatologie pour donner des conseils dans les services, mais il n'y a pas de garde. On n'a pas besoin d'interne de garde en rhumatologie. Si quelqu'un qui a mal au genou, il attendra le lendemain matin jusqu'à ce que le rhumatologue arrive. Donc, on forme pas assez de rhumatologues. Alors, si on n'en forme pas assez, on manque de 100 rhumatologues, le ministère de la Santé devrait, par lui-même, subventionner des blocs. Alors, ça, c'est une première. Je vois encore un autre, puisqu'on parle un autre gros problème de la santé, c'est le problème des services de médecine interne et de gériatrie. C'est un désastre lorsque vous voyez les urgences de médecine interne, les services de pédiatrie, des services de gériatrie de médecine interne sont les services les plus négligés. D'abord, je vais vous faire rire parce que c'est pas sexy. Moi, pauvre, c'est triste d'ailleurs, alors que nous avons dans la Torah, il y a marqué Lifne Seva Takum Vadarta Benezaken, tu dois te lever devant le vieillard et tu devras honorer l'ancien, la personne âgée. Je vais parfois, pour des raisons X ou Z, dans les services de médecine interne, je vois des pauvres gens dans les couloirs, parfois, et ça manque parfois de pudeur, lorsqu'un vieux monsieur de 80 ans a besoin de faire ses besoins et qu'il est dans un couloir, et c'est jamais c'est pas à son honneur, etc. Alors voilà, le Globe titre ce matin, la vieille dans le couloir attend son chèque. Et il y a de l'argent, il y a de l'argent parce que je vais vous donner un des paradoxes, c'est que par contre, les services d'obstétrique sont les services les plus luxueux. Pourquoi? Parce que une femme qui accouche, l'hôpital reçoit
3 fois ou 4 fois plus d'argent, 13 000 shekels pour une Leda. Qu'est-ce que c'est une Leda? Une naissance. Là, dans les cas, dans la 90% des cas, la dame, la jeune femme arrive, elle reste 3 ou 4 heures, surtout si c'est pas une premier accouchement, elle accouche. Il n'y a pas grand-chose, on lui met une perfusion et puis elle accouche et puis elle reste 1 ou 2 jours. Il faut voir dans quelles conditions. Ils ont des petits déjeuners somptueux. Il y a certains hôpitaux qui offrent, pour attirer les femmes pour qu'ils viennent accoucher chez eux, leur offrent une journée d'hôtel. Mais c'est un scandale. C'est même. En plus, ce sont des jeunes. Vous m'excusez, mais une jeune dame, qui restera 2 jours à l'hôpital, si elle n'est pas dans un hôtel 5 étoiles, c'est pas grave. Par contre, le pauvre monsieur qui a besoin d'aide et qui se trouve dans un département où il n'y a aucune ressource, c'est un des scandales. Et puis les urgences de médecine interne. Quand vous arrivez aux urgences, je pense, la plupart des hôpitaux. C'est pareil en urgence pédiatrique. L'urgence pédiatrique, c'est moins. D'abord parce que la pédiatrie, il y a beaucoup d'internes, parce que c'est surtout il faut bien comprendre que je dis toujours, mes étudiants, lorsqu'ils sont en 6e année ou même lorsqu'ils font leur stage interné, ils ont 27, 28 ans, ils se sentent beaucoup plus proches du patient au service de pédiatrie que de la pauvre dame de 85 ans qui a fait un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. Et il y a pédiatrie, ça attire. Il y a beaucoup de, surtout maintenant que la médecine est devenue un métier très féminin. Donc on manque pas d'internes en urgence pédiatrique et en pédiatrie. En général, en pédiatrie, on arrive à remplir tous nos. Au contraire, alors que dans les médecines internes, du moins peut-être maintenant qu'il y a une Hatzafa, comment on dirait Hatzafa en France, une inondation, il y a à la limite, on commence à avoir trop de médecins. J'en ai discuté avec le professeur Ehud Grossman, que j'ai rencontré Shabbat, qui est le doyen de la faculté. On connaît aussi les médicaux. Le professeur Ehud Grossman, le doyen de la faculté de médecine de Tel Aviv, qui est un homme très charmant. Avec j'en discute, il me dit, je pense que vous dites, on manque pas de médecins en Israël. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui font leurs études en Jordanie. Ils ont beaucoup plus de facilité à trouver des postes, puisqu'ils peuvent aller à des postes, à étudier de la médecine, il y a des accords entre Israël et la Jordanie, donc on a beaucoup d'Arabes israéliens qui font de la médecine, et donc on oublie de les compter. Lorsque vous voyez le nombre de médecins, de stagiaires, par exemple, dans mon service, on a parfois trop de stagiaires. Et pourtant, il y a quelques semaines, la direction du ministère de la Santé qui dit qu'il manque des médecins, comme vous avez dit, dans certains domaines et dans d'autres non. Et pour citer les domaines dans lesquels il manque des médecins, la direction du ministère qui dit la médecine générale, donc médecine de famille en Israël, et la pédiatrie. Alors, ça de nouveau, c'est, je crois, un problème qui est un faux problème. En ce qui concerne la médecine de famille, c'est exact. C'est de nouveau le problème dont nous avons commencé à parler. Encore une fois, c'est mes tovanot, mes façons de comprendre les choses. Il y aurait peut-être quelqu'un représentant, il n'y a personne là qui discute avec moi, mais la médecine de famille, c'est la même chose. On manque de médecins de famille, mais il n'est pas normal que les postes d'internes de médecine de famille soient subventionnés par les Coupotrolim. Mais c'est un problème national. C'est le ministère de la Santé qui doit dire « on manque de 2000 médecins de famille. Qui veut faire de la médecine de famille? Nous vous payons vos études pendant 4 ans. » Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on est un petit peu face à un paradoxe, parce que nous, on rencontre au quotidien des coupotes, Trolim, qui nous disent manquer de pédiatres. On est avant Pessah, ils disent les chercher à la bougie. Et d'un autre côté, donc, il y a quand même un afflux d'internes en pédiatrie. Et on a un peu la pression côté Oli médical qu'on est face à une fenêtre de tir d'un manque de pédiatres, mais de pédiatres spécialistes, et que c'est là qu'on peut peut-être apporter quelque chose en les apportant directement à la coupa, alors que c'est pas forcément le cas côté hôpitaux. Est-ce que vous constatez côté hôpitaux un manque de pédiatres, peut-être côté urgence plus principalement? Je ne pense pas. Vous m'avez posé 2 questions. Au niveau des médecins de famille, je pense qu'il y a vraiment un problème. On manque de bons médecins de famille. Il y a des généralistes qui n'ont pas tous
une formation de médecin de famille, qui est une formation supplémentaire aux 7 ans, qui est une formation de 4 ans, qui est une formation excellente avec des examens pas du tout avec d'un très haut niveau. Et je suis au courant du problème. Et le problème des médecins de famille, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est surtout, à mon avis, le problème du ministère de la Santé qui devrait par lui-même faire une étude et de voir combien on manque de médecins de famille. Il y a beaucoup de jeunes stagiaires qui ont fini leurs 7 ans d'études, qui voudraient éventuellement faire une spécialité en médecine de famille, mais qui attendent des postes des coupotres libres. Or, le problème de la médecine de famille, par exemple, c'est un problème national, c'est un problème du ministère de la Santé et non un problème des coupotres. En ce qui concerne les pédiatres, je pense que le problème est beaucoup moins grave. On ne manque pas tellement de pédiatres. D'abord, on forme beaucoup de pédiatres parce que justement, dans les hôpitaux, on forme beaucoup de pédiatres parce qu'on a besoin de pédiatres dans les hôpitaux. Une fois qu'on a besoin de pédiatres, de spécialistes dans les hôpitaux, il y en a assez. Le seul problème, c'est la distribution. Ils sont peut-être mal distribués dans le pays. Je pense qu'on ne manque pas de surspécialistes en pédiatrie. Je dirais peut-être en neurologie, en génétique. Mais je peux vous dire que j'ai un collègue qui est cardiopédiatre qui, pour arrondir ses mois, fait en plus de la copatrouille. Il a dit non, on ne veut pas que tu travailles comme cardiopédiatre, on a besoin de toi comme pédiatre général. Donc on ne manque pas, il n'y a pas des... Vous êtes beaucoup de pneumopédiatres en Israël? On est pas mal de pneumopédiatres, on est même beaucoup parce que en Israël, contrairement à certains pays, par exemple, les malades de mucoviscidose sont toujours soignés par les pédiatres, même s'ils ont, dans mon service, dans mon institut, nous avons un homme de 65 ans qui vient chez nous, qui a une mucoviscidose. Et tous des grands enfants. Tu as raison, mais c'est dans ce cas-là. Oui, c'est vraiment un grand enfant. Et parce que les pneumologues adultes ne se sentent pas tellement à l'aise avec cette pathologie, bien que, par exemple, en France, je sais qu'à partir entre 18 et 21 ans, tous les malades atteints de mucoviscidose passent dans les services adultes. En Israël, comme il y a plus relativement de pneumopédiatres que d'adultes, de pneumologues. Alors, les pneumologues adultes me disent si tu peux continuer à t'en occuper, on t'en sera gré. Donc, ce qui était. Alors, ce qui est dans les pédiatres généraux, alors dans les coupotres libres, mais on ne va pas rentrer, il y a. Comme le système de gratification des médecins, et surtout dans les coupottes où il n'y a pas de salaire, où le médecin est payé suivant ce qu'on appelle les cartes, les coupotres libres ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de médecins, parce que de toute façon, ils donnent une certaine somme pour une visite par trimestre. Mais si vous êtes allé voir 2 pédiatres, ils ne payeront pas 2 visites, ils partagent. Donc, c'est très bien pour eux. Alors, il y a concurrence, alors on va en mettre 15, 20, parce que dans l'autre coupa, il n'y en a que 10, etc. Donc, je crois qu'il y a ça, c'est tout le problème de la médecine en Israël, c'est qu'on a je ne voudrais pas rentrer parce que vraiment, des problèmes de santé, à partir du moment où la visite est gratuite, moi je fais toujours rire mes étudiants lorsque je dis à la femme en Israël, qu'elle soit juive, arabe, musulmane, chrétienne ou tcherkessite ou druze, l'enfant a de la fièvre, je fais toujours rire mes étudiants, je dis l'enfant a de la fièvre vendredi soir, elle court déjà au terrain pour vérifier si c'est pas grave. Bien sûr, le médecin de garde au terrain me dit non, c'est rien du tout. Rentrez à la maison, donnez-lui, pas dire rien du tout, c'est probablement une maladie virale. Le lendemain matin, il a 42 fièvre, la grand-mère il a de la fièvre, il faut toujours. On va aux urgences. Aux urgences, on le fait même parfois un examen sanguin. On voit qu'il n'y a pas besoin de donner des antibiotiques. On rentre à la maison. Le samedi soir, il y a de nouveau de la fièvre, mais la grand-mère de l'autre côté dit il faut à tout prix. On retourne dans un Magen David Adom cette fois-ci, alors qu'on avait été au terrain. Le lendemain matin, dimanche matin, il faut aller voir le pédiatre de famille qui dit ah non, bon, ça va, ça peut encore aller, etc. Et puis ça va, jusqu'à ce que la fièvre baisse, le petit enfant aura vu au moins 5-6 médecins. Et dans certains cas, ils arrivent même à arriver chez moi. S'ils toussent, au bout de 4 jours de faire, on va même voir le spécialiste, le surspécialiste. Et alors je me vois, j'ai dit, mais combien de fois vous êtes allé chez le médecin? Vous voyez le pauvre gosse qui pleure. Donc il y a aussi une surconsommation médicale qui provoque une surdemande, je pense, de pédiatres. Oui, donc en Israël, en fait, les médecins, c'est pas pour soigner les enfants, c'est pour assurer les parents.
La médecine en général, 80% de la médecine, c'est la réassurance, vous avez raison, mais même c'est normal. Vous avez un problème, vous allez voir le médecin, il va vous dire « Ah non, c'est rien du tout, c'est pas grave. Si c'est problématique, allez faire des examens. Vous faites vos examens, Dieu bénisse, tout est bien. Et ben, prenez par exemple, et c'est tout le système de la médecine préventive. C'est pas seulement en Israël. Ce que vous dites aussi, parce que j'avais tendance à penser que justement dans le système israélien où on connaît une couche intermédiaire entre l'hôpital et le médecin de ville, qui sont les différents mokdim, les différents centres d'urgence intermédiaires, j'osais penser que donc dans un service d'urgence pédiatrique, on allait avoir moins de demandes et d'arrivées de cas qui sont pas graves et qui nécessitent effectivement l'intervention d'urgence. Vous avez raison. Aujourd'hui, la situation est bien meilleure qu'il y a lorsque j'étais un jeune interne. Mais là, vous avez aussi beaucoup plus d'enfants que Dieu bénisse. Nous avons beaucoup d'enfants en Israël. Nous sommes une nation prolifique. Et c'est une bénédiction d'ailleurs. Et donc, tout se développe, mais la demande grandit. Mais c'est vrai qu'il y a... D'ailleurs, il y a une loi en Israël, vous ne pouvez pas aller aux urgences, sauf cas exceptionnels comme brûlure, convulsions, etc., sans passer par un service intermédiaire, qui soit ou votre pédiatre ville, ou le TRM, etc. Donc, pour ça, la médecine israélienne est bien organisée. Alors, toujours de la rubrique actualité, et aussi pour rassurer les mamans, Jonathan va nous parler d'une innovation en cours de l'Institut Weizmann, c'est bien ça? Alors, tout à fait. Une question. Est-ce qu'on peut prévoir les maladies ? Alors, pour cette troisième chronique, je préciserai qu'au départ, on avait voulu inviter un pharmacien ce matin, mais il paraît qu'avec les derniers résultats électoraux, ils sont débordés. D'ailleurs, on nous signale que les pharmacies sont en rupture d'anxiolytiques. Avec l'échec de Feiglin, on va avoir d'ailleurs du mal à s'approvisionner. Bref, non, en réalité, on est tous sourires ce matin. Aucun rapport avec les élections, c'est parce que on a l'honneur et le bonheur de vous avoir avec nous. Alors, peut-on prévoir les maladies ? 10 000. Alors 10 000, c'est pas le nom du prochain dossier monté contre Netanyahou, pas du tout, c'est celui d'une étude novatrice et sans précédent en Israël. 10 000, qui a ouvert les inscriptions, effectivement, Institut Weizmann qui ouvre une étude 10 000. Les inscriptions sont ouvertes cette semaine et va intégrer des tests médicaux innovants ainsi que des méthodes avancées d'intelligence artificielle pour traiter le lien entre mode de vie et maladie, pour essayer de découvrir comment prévoir les futures complications médicales bien avant leur apparition. En effet, les chercheurs pensent qu'à l'avenir, il serait possible de développer des méthodes qui permettraient d'optimiser certaines maladies plusieurs années avant leur découverte et donc d'empêcher leur développement afin d'améliorer la qualité et l'expérience de vie. Comment on va faire ? Il y a des tests sur des patients qui vont être collectés, des données qui vont être collectées sur des questionnaires, des tests ADN, des tests sanguins, variations glycémiques après consommation de divers aliments, etc. Et des marqueurs qui vont être liés à des maladies susceptibles de se développer à l'avenir. Alors, la participation à l'étude concerne des personnes en bonne santé, âgées de 40 à 70 ans. Il ne s'agit pas d'un traitement. Et les tests qui vont être effectués dans le cadre du projet de recherche ne seront pas utilisés pour un diagnostic clinique. La participation à l'étude est gratuite et se déroulera sous le secret médical. Alors, la science vous a toujours passionné, vous avez envie d'arrondir votre fin de mois, n'hésitez pas à contacter l'Institut Weizmann. Vous aimez pas, on sera heureux qu'à la fin de la chronique, vous nous fassiez part de vos commentaires en tant que professionnel de la santé. Et d'ailleurs, en tant que pédiatre, bien sûr, une question qui doit souvent revenir, la question des vaccins, c'est au goût du jour, tout le monde en parlait bien. Et figurez-vous que le docteur Lior Ungar de Tel HaShomer, le centre Shiba à Tel HaShomer, connu pour sa lutte contre les opposants au vaccin, a vu sa page Facebook bloquée par le média pendant 30 jours en raison de, je cite, violations répétées. Il a posté contre l'une des administratrices d'un groupe Facebook qui s'appelle Vaccination, le choix intelligent, un groupe qui compte 42 000 membres et milite contre les vaccins. L'administratrice a écrit « Je ne pense pas qu'il y ait un danger pour une femme enceinte de contracter la coqueluche. En effet, j'ai une amie qui est enceinte, qui a craché ses tripes et tout va bien. » Le docteur Ungar a copié son post et l'a publié avec un commentaire « C'est d'une logique implacable. » Facebook a bloqué sa page suite à ce commentaire. D'ailleurs, le phénomène des opposants au vaccin, maintes fois prouvé comme dangereux, gagne en importance sur les réseaux sociaux et le docteur Ungar attaque systématiquement les articles qui soulèvent la question de la diffusion d'informations erronées sur les vaccins.
Il investit dans cette lutte depuis toujours. Il est l'un des initiateurs d'une campagne de sensibilisation à la vaccination suite à l'épidémie de la Khatsevet, de la rougeole, qui frappe encore Israël aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a des cas aujourd'hui à l'international qui viennent d'Israël. Vous nous en parlerez, j'espère. Et pour le citer, je découvre que mon poste a été accusé de cyber-intimidation et mon profil a été bloqué. C'est pas un drame majeur, bien que ça va encourager les anti-vaccins à répandre leur poison sans que personne n'y réagisse. Et il pense d'ailleurs que le succès de sa page Facebook provient du fait qu'il révèle les noms des opposants au vaccin qui utilisent Facebook pour convaincre les gens, je cite, de prendre des décisions nuisibles à leurs enfants et à nos enfants. En tout cas, ça l'encourage à poursuivre le combat. Enfin, pour terminer, Pessah arrive, comme tu l'as dit, Oren. Eh bien, sachez que, j'imagine que vous pourrez nous en parler, Shaare Zedek, qui est un hôpital avec un fort afflux de populations religieuses, ou du moins traditionnalistes. Sachez que des agents de sécurité vont vous fouiller à l'entrée de l'hôpital pour rechercher du Hametz. En effet, le procureur général Avichai Mendelblit a informé la Haute Cour de justice qu'il acceptait la mise en place d'espaces dédiés au Hametz dans les hôpitaux durant Pessah. Ça vient suite à une pétition faite contre le grand rabbinat qui, selon sa procédure, interdit l'entrée du Hametz dans les hôpitaux en tant qu'espace public. Mendelblit a d'ailleurs autorisé donc la mise en place de zones permettant l'introduction du Hametz, à condition que ce ne soit pas en contact avec les vaisselles et le matériel hospitalier, et uniquement dans les hôpitaux où il y aura un agent de sécurité formé pour fouiller et en mesure d'expliquer au public la politique de l'hôpital durant Pessah. L'agent de sécurité... Donnant quand même. Eh oui, l'agent de sécurité devra attirer l'attention des visiteurs sur l'existence d'espaces spécifiques à l'entrée du bâtiment. Vous arrivez, vous déposez votre Hametz, vous ressortez, vous reprenez votre Hametz. Des panneaux vont être installés d'ailleurs pour expliquer ça, et ces panneaux ont été créés en partenariat avec Avichai Mendelblit, donc le procureur général du pays, et le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. En tout cas, je dois vous dire que tant que nos forces de sécurité doivent chercher des quignons de pain et pas des armes, c'est que tout va bien, Dieu merci. Et pour terminer, toujours avec Pessah, cette publication du ministère de la Santé sur l'étendue de l'exposition des enfants à des substances toxiques à l'approche de Pessah. Les informations ont été recueillies en coopération avec l'organisation BTRM pour la sécurité des enfants et le Centre national d'information sur les intoxications au centre médical Rambam à Haïfa, dont tu es le digne représentant ce matin au Rennes. Selon ces données, chaque année avant Pessah, le nombre de blessures causées par des détergents et des produits chimiques augmente. 45% environ de l'exposition au poison avant Pessah concerne les enfants âgés jusqu'à l'âge de 6 ans. Pour comparaison, au cours de la semaine avant Pessah l'année dernière, l'exposition de la population générale aux toxines a augmenté de 52%, 766 expositions, et de 39% chez les enfants de moins de 6 ans, 338 expositions. Enfin, 80% des empoisonnements résultent de l'exposition aux détergents, pesticides domestiques, eau de javel, principalement détartrants, insecticides, acides, distillants à base de pétrole, la totale. D'ailleurs, le professeur Yedidia Bentour de Rambam et Orly Silvinger, directrice de l'organisation BTRM, ont souligné les règles de sécurité à respecter, en particulier pendant cette période. Il est recommandé que les pédiatres et les médecins de famille soient au fait du problème et renseignent les parents. En cas d'exposition, messieurs, mesdames, ou de suspicion d'exposition pour vous ou vos enfants, n'hésitez pas à contacter le Centre national d'information sur les poisons 04 85 41 900. Je comprends maintenant, et je terminerai là-dessus, pourquoi, lorsque j'étais enfant, j'étais toujours réticent à faire le ménage de Pessah. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous de grands enfants, n'est-ce pas, professeur Picard? Une réaction? Oui, avant Pessah, il y a souvent des enfants qui arrivent aux urgences, justement parce qu'ils ont... Les mamans nettoient, surtout les mamans très sérieuses, nettoient. Alors il y a de l'eau de javel, il y a un produit, donc j'ai oublié le nom, tous les produits caustiques qui sont sur les étagères, et les enfants voient des bouteilles, ils ne savent pas que ce n'est pas du Coca-Cola. Ils boivent ces produits caustiques et ça peut provoquer vraiment des tragédies, ça provoque des ulcérations dans la muqueuse œsophagique jusqu'à des perforations médiastinites, ça peut être une catastrophe, et c'est la raison pour laquelle nous rappelons toujours aux mamans avant Pessah, bien sûr tout le monde est sous pression, mais faites attention à vos produits caustiques en dehors de la portée des enfants,
comme les noisettes et les cacahuètes et les pop-corn qui provoquent des aspirations de corps étrangers dans les poumons. Et c'est aussi un des problèmes dont je m'occupe régulièrement. Et alors à Shaare Zedek, vous avez des agents de sécurité qui vont fouiller pour chercher du Hametz? Je ne suis pas au courant des derniers détails. En général, jusqu'à l'année dernière, il faut bien comprendre, et je dis toujours, c'est pas du tout ce qu'on appelle de la kfia datit, on oblige les gens à être religieux, mais nous avons un seul État juif, la majorité, je pense, des Israéliens juifs respectent un tant soit peu Pessah, et dans les hôpitaux, il est de coutume que la nourriture et que les hôpitaux soient cachers le Pessah. Je me souviens quand je suis arrivé, j'étais encore stagiaire à Beersheva et j'avais demandé au mashgiach, au rabbin de l'hôpital, est-ce que je peux manger à l'hôpital, est-ce que c'est cacher le Pessah? Il m'a dit écoute, il m'a dit je peux rien t'assurer parce que dans les services je n'arrive pas à faire assez attention. Je te permets de manger que au réfectoire, ce qui est déjà beaucoup mieux. Lorsque vous venez de Chutz Laaretz, vous venez de la diaspora où les salles de garde étaient, à part un peu de tête du pain non moulé, vous ne pouviez rien manger. Mais aujourd'hui, les rabbins d'hôpitaux sont beaucoup plus sérieux et en général, on peut vraiment manger dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux de Jérusalem où la grande majorité des visiteurs sont pratiquants. Et donc, il faut surveiller ce qui rentre, parce que si tout d'un coup quelqu'un vient avec du pain et rentre du pain, il y a un problème ilchatique certain. Alors, il y a bien sûr, comme d'habitude, on a un pays démocratique, c'est atteinte à la liberté, etc. Alors, si j'ai bien compris, le compromis, c'est que, tu vas à tout prix manger ton sandwich à Pessah, alors il y aura un coin qui sera accueilli au Hametz, et tous les mécréants, entre guillemets, c'est pas beau, parce que peut-être pas des mécréants, mais disons, tous les gens qui ne sont pas respectueux des traditions, ce qui est tout à fait leur droit, auront le droit de manger leur sandwich dans un coin. Mais eux aussi sont sortis d'Égypte, alors... Ça, c'est une question à débattre. Et sur les vaccins, alors? Alors, les vaccins, je dis toujours aux gens, je sais pas moi qui ai fait toutes les recherches sur les vaccins, c'est pas tellement mon domaine, c'est le problème des maladies infectieuses, mais je pense que ce qu'on appelle en yiddish, Uberchochem, ne soyons pas plus chacham que plus intelligents que il y a des études qui ont prouvé, nous avons supprimé des maladies qui étaient mortelles, comme la variole, la rougeole, etc., par les vaccins. La coqueluche même, qui peut être une maladie létale, et récemment nous avons perdu un enfant il y a 3-4 ans, d'ailleurs des migrants français, qui est mort de coqueluche. Donc on peut mourir de ces maladies. Alors, il y a des chercheurs dans le monde entier qui ont prouvé l'efficacité des vaccins. Alors, bien sûr, vous pouvez, d'un point de vue théorique, vous ne pouvez pas obliger les gens à se faire vacciner. Mais à partir du moment où, lorsque vous ne vaccinez pas, vous mettez en danger d'autres personnes, vous voulez vous mettre en danger. Si vous faites la moto à 200 km/h sur une autoroute, d'ailleurs vous mettez aussi en danger, c'est peut-être pas le meilleur exemple, disons que l'autoroute est vide, vous faites du 200 km/h sur une chaussée glissante, et vous vous mettez en danger, c'est votre problème. Mais à partir du moment où vous mettez en danger le reste de la population, il y a problème. Et je pense qu'on peut faire confiance à nos chercheurs, et je lis des articles, etc., les vaccins, Zetov la Yudim, Zetov le Kulam, c'est bon pour tout le monde entier et aussi pour les Juifs. Alors, faites-vous vacciner, ne soyez pas... Il y a pratiquement aucun effet indésirable des vaccins, et tous ces gens qui pensent qu'il faut vivre dans la nature, etc., vous êtes obligés par Kol Israël Chaverim, même par solidarité vis-à-vis de tous les citoyens, de compatriotes, de vous faire vacciner. Et en général, je ne pense pas qu'il y ait des effets nocifs, et c'est prouvé. Alors, on a passé en revue vos différents domaines de prédilection sur le site internet de Shaare Zedek. On a profité pour faire un ulpan médical. Mumim Moladim Bedrache Neshima. Donc, malformation congénitale de la respiration. Alors, c'est ça? Vous avez regardé dans le site internet de Shaare Zedek, qu'est-ce qu'on fait dans l'Institut de pneumopédiatrie? C'est ça. Dites-nous un peu plus. Bon, la pneumopédiatrie, d'abord, c'est une spécialité que vous faites après pour devenir pédiatre, d'abord en Israël, du moins, vous faites 6 ans d'études
1 an de stage interné où vous passez dans tous les services, qui est une excellente, je pense que c'est une excellente chose. Ça vous permet, moi je me souviens, la plus belle année de ma vie, c'était peut-être mon année de stage, parce que vous passez dans tous les services, vous faites un peu de médecine interne, un peu de pédiatrie, un peu de chirurgie, et après vous avez des urgences, et après vous avez 2 ou 3 mois, je crois maintenant c'est 3 mois, où vous pouvez prendre un service de votre choix. Moi je me souviens, j'ai fait ce qu'on appelle élective. Moi je me souviens, j'ai fait gynéco, je me souviens plus ce que j'avais, pour voir un petit peu ce que je voudrais faire. Alors c'est ce qui permet aux jeunes étudiants qui viennent aux études de voir un peu tous les services et de choisir leur spécialité de prédilection. De se faire connaître aussi auprès des chefs de service. Aussi de se faire connaître auprès des services. En général, même si vous êtes un bon étudiant, vous avez des bonnes lettres de recommandation, même si vous n'avez pas fait de votre stage dans le service, vous pouvez aussi être reçu. Et alors ensuite, vous faites votre spécialité. Alors en Israël, par exemple, pour devenir cardiologue, vous êtes obligé de faire d'abord de la médecine interne, et ensuite, pour être un bon interniste, et ensuite vous faites une surspécialité. C'est le système américain et le système israélien, qui est copié plus ou moins au système américain. Alors en pédiatrie, on a fait la même chose. Vous êtes d'abord pédiatre général, alors là, 4 ans et demi de pédiatrie générale, vous devenez vraiment un excellent pédiatre, et vous avez 2 examens, ce qu'on appelle le Shlav Aleph et le Shlav Bet, un examen écrit en milieu de spécialité, un oral en fin de spécialité. Après avoir fait ces 2 examens, en général, toutes les personnes qui ont fini leur spécialité en Israël, en général, sont de remarquables pédiatres. Et alors après, vous avez 2 solutions. Ou vous allez vous ouvrir un cabinet par l'intermédiaire des Coupotrolim ou pas, ou pour certains qui veulent faire une surspécialité, ce qui est un domaine qui les intéresse particulièrement, qui peut être des urgences pédiatriques. Aujourd'hui, il y a une spécialité urgence pédiatrique qui est très populaire, parce que vous faites de la pédiatrie générale de haut de gamme, et vous pouvez faire soins intensifs. Moi, j'avais commencé par les soins intensifs. Vous pouvez faire de la neurologie pédiatrique, cardiologie pédiatrique, rhumatologie pédiatrique, pneumologie pédiatrique, tout ce qui est en parallèle aux médecines internes. Alors, la pneumopédiatrie, alors bien sûr, les pédiatres sont capables de soigner des pneumonies, etc., mais parfois, il y a des problèmes plus aigus. Alors, par exemple, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes d'anomalies congénitales. Alors, surtout ces dernières années où la plupart des enfants me sont adressés par les gynécologues. Nous avons d'ailleurs, à Shaare Zedek, je pense que c'est une chose qui existe dans tous les hôpitaux, nous avons des réunions avec les gynéco-obstétriciens, nous appellent, nous les pédiatres, et ils disent, voilà, j'ai une femme en 30e semaine de grossesse, voilà, je lui ai fait aujourd'hui avec les ultrasons qui sont les échographies de la femme enceinte c'est extraordinaire, vous avez des photos, des images extraordinaires. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une anomalie, un kyste du poumon, il y a une séquestration, c'est-à-dire un endroit du poumon qui ne reçoit pas une vascularisation pulmonaire, mais une vascularisation systémique, c'est-à-dire que le sang ne sera pas, n'a pas sa direction normale, etc., etc. Et ce sont par exemple des anomalies congénitales qui peuvent être un nid pour le développement d'une tumeur. Donc, je fais déjà connaissance de la mère dans la 34e, je vous dis toujours, bon, s'il n'y a pas danger immédiat pour l'enfant, alors on la couche, et après c'est moi qui les suis, après c'est moi qui fais les suites. Alors souvent on fait après un scanner, parfois il faut les opérer, parfois c'était une fausse alerte, et alors ça fait partie c'est un nouveau domaine qui s'est surtout développé dans ces 15-20 dernières années. C'est grâce aux nouvelles technologies? Bien sûr, c'est aux nouvelles technologies. Souvent nous avions des enfants qui arrivaient à l'âge de 10 ans avec un saignement terrible, et il fallait, on les soignait rapidement, et jusqu'à ce qu'on trouve la source de cette hémorragie, et parfois l'enfant pouvait à la limite même mourir malheureusement, alors que maintenant nous savons prévenir ce genre de complications. C'est-à-dire un enfant qui a une séquestration, c'est-à-dire qu'il y a une artère anormale dans les poumons, il faudra ou la scléroser ou enlever cette partie qui est de toute façon complètement inutile. C'est un exemple. Il y a des cystes, ce qu'on appelle des congenital cystic adenomatoid malformation, une malformation cystique adénomatoïde, je pense, puisqu'en français il faut tout dire mais à l'envers, qui peuvent être s'ils ne sont pas traités, de ces malformations peut se développer des cancers comme le pleuropulmonaire, le blastome pleuropulmonaire. Alors on a beaucoup d'autres questions d'ordre médical, mais je pense qu'il faudra organiser encore plusieurs interviews pour pas les passer en revue. J'aimerais juste
parler brièvement donc, de votre parcours en Israël, en commençant par peut-être le début. Quand on grandit chez les Picards, l'Alia, c'est une évidence, celle de la marche de l'histoire, c'est une nécessité ou finalement, pour vous, ça a été aussi une question d'opportunisme à un moment donné? Bien qu'étant le fils du couple Picard, qui a été non seulement des directeurs, je pense, très appréciés, c'était surtout même d'excellents éducateurs. Mes parents nous ont toujours donné notre liberté. Et j'ai décidé de faire des études de médecine en toute liberté. D'ailleurs, mes parents ne m'ont pas forcément poussé. Chacun de mes frères et sœurs a fait ce qu'il aimait. Et j'ai grandi dans une famille très très sioniste, surtout après 1967. Mon père a pris conscience, je pense qu'il a pris conscience d'être Alta de Goula. Je pensais que c'était lorsqu'en 67 il a vu la main de Dieu. Il a dit, je pense que Dieu nous a montré un signe que l'histoire du peuple juif, nous devons tous monter. Il nous a bien sûr tous inculqué l'idéal sioniste, ce qu'il faisait aussi à ses élèves. Donc j'ai commencé mes études de médecine en France. Et vers la fin de mes études, j'ai décidé de monter en Israël. Pas forcément influence, c'était une décision personnelle. Je me suis marié, je suis monté avec ma femme et nous sommes... Comment on atterrit à l'époque, nous n'étions pas aussi gâtés que les Olim français, ça c'est une remarque. J'ai fait une demande, etc. Et on m'a dit, oui, d'accord, ça n'a pas été facile, mais oui, vous pouvez faire votre stage interné. Et nous avions, il n'y avait pas Kalita et pas Radio Olim Médical. Et nous avons demandé, où est-ce que nous pourrons faire notre stage? On nous a dit, Robert Sheva, nous ne sommes pas allés. Je veux que Jérusalem, je veux que Tel Aviv. À l'époque, on était tellement contents qu'on puisse faire notre aliyah. Nous sommes arrivés, nous avons d'ailleurs été mal informés par un chaliar qui était en sortoute, qui m'a envoyé dans un mauvais merkas klita, etc. Mais c'est pas grave, on s'est débrouillé. Je suis arrivé, comme j'avais quand même des bases d'hébreu, et ma femme aussi, puisque nous avions tous les deux, d'abord nous avons fait quelques voyages en Israël, et puis nous avons appris l'hébreu à l'école juive. Au bout de 2 mois, une fois qu'on avait réglé ton problème, donc on commençait notre stage. Alors bien sûr, les premiers jours, ça n'a pas été facile, parce que lorsque en France, surtout à mon époque, l'anglais, c'était les 3 heures d'anglais que je faisais au lycée, puis à partir du lycée, on n'avait plus jamais ouvert un livre en anglais, puisqu'on n'a pas besoin de l'anglais en France. Tout est traduit. Et au contraire, même les films ne sont pas en version originale. Ce qui est d'ailleurs un problème lorsque vous le montez en Israël. Alors, parce qu'on vous traduit. Alors, on est arrivé à Beersheva. Et j'avoue que c'était extraordinaire parce que ça nous a permis c'était un hôpital très petit à l'époque. Soroka, hôpital universitaire très très sympathique. Et je pense que ce qui a peut-être contribué à notre réussite, puisque ma femme est aussi gynécologue obstétricienne dans l'hôpital Hadassah, c'est, je pense, d'être arrivé dans un hôpital qui était à l'époque, même aujourd'hui, mais beaucoup moins périphérique, où on était content de recevoir des médecins. Au contraire, on a été très très bien reçus. Et à la fin de mon stage, je me suis présenté au service de pédiatrie. On m'a accepté. Et chose qui était extraordinaire, ils ont proposé à ma femme une spécialité en gynécologie obstétrique dans les années 80. C'était pas les médecins étaient très misogynes. Je vous dirais pas les expressions qu'employaient les chefs de service de gynécologie. Vous pensez que les Français et les Olim plus généralement ont tort de tourner le dos au Negev, de ne pas comprendre le potentiel que peut avoir Beersheva au sud? Écoutez, je ne dirais pas qu'ils ont tort, mais il est certain que si vous n'avez pas, si vous pouvez, vous n'êtes pas, vous ne désirez pas uniquement être dans la région de Tel Aviv, il y a beaucoup plus de possibilités dans la périphérie. On manque beaucoup plus de médecins dans le nord et dans le sud que à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et il y a plus de possibilités de se développer et de places de spécialité, c'est certain. Hein. Alors ensuite, j'ai commencé ma spécialité de pédiatrie à Beersheva dans un excellent service. J'ai eu d'excellents maîtres. Et j'ai fait quelque chose de peut-être la chose la plus intelligente de ma vie. On m'a proposé à un moment, comme j'étais un peu plus en avance que ma femme, puisque les spécialités de gynécologie est un peu plus... On m'a proposé de faire un arrêt d'1 an dans ma spécialité pour être le médecin dans un village de Bédouins à l'époque, c'était Rahat. Incroyable. Pendant 1 an, j'ai fait un arrêt. Ça m'a permis d'abord...
C'était une époque où il n'y avait pas de médecins dans tous alentours. Il y avait d'ailleurs peu de voitures. Donc je voyais 150 petits enfants bédouins par jour. Je vous assure, vous apprenez vite la médecine comme ça. Et ça m'a permis aussi d'apprendre l'arabe, ce qui m'aide beaucoup dans le yom-yom, dans le quotidien. Et ça m'a permis aussi de comprendre un peu nos amis arabes qui vivent dans le pays et sans mettre en péril mes convictions personnelles. Au contraire, le dialogue, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc j'ai fait pendant 1 an et je crois que je suis devenu... ça m'a permis d'avoir des connaissances de pédiatrie. On était comme ça à l'époque. C'était vraiment à l'époque où il y avait une poutre de bois dans le parking. C'est-à-dire que les bédouins venaient avec leurs ânes et nous, on venait avec le taxi. Le taxi se mettait entre 2 ânes. Et voilà. Alors vers la fin de ma spécialité, on m'a proposé un poste d'interne-chef à Adassa. Donc ma femme voulait toujours revenir sur Jérusalem, donc nous sommes passés à Jérusalem et c'est comme ça que je suis rentré à l'hôpital d'Adassa où j'ai fait donc 2 surspécialités en unité de soins intensifs et ensuite un copain d'ailleurs arabe avec qui j'avais fait mon internat de pédiatrie à Beersheba m'a dit Eli, tu veux toute ta vie te lever à 3h du matin pour monter un cathéter à un gosse? Je lui ai dit ah oui, t'as peut-être raison. Il dit bon, regarde, en pneumopédiatrie, ils cherchent quelqu'un, vas-y. Et comme la pneumopédiatrie et les unités de soins intensifs, il y a quand même beaucoup de sujets parallèles. J'ai fait aussi une spécialité pneumopédiatrie. Et à la fin de ma 2e spécialité, on m'a proposé un poste à Sharet Zedek où je sévis jusqu'à Adayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui. Alors, question qui revient peut-être beaucoup auprès des Olim qu'on accompagne. Comment est-ce qu'on devient professeur en Israël? L'enseignement, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible aussi à un C'est pas l'enseignement, c'est l'académie, vous voulez dire? Oui, l'académie, plus exactement. Vous pouvez enseigner à tout le monde. Tout à fait. Alors, l'académie, c'est du parallèle. Alors, la médecine, c'est un métier. Mais si vous êtes à l'hôpital, même d'ailleurs si vous êtes en périphérie, vous pouvez... en parallèle de l'exercice de la médecine, non seulement enseigner, mais faire de la recherche. Alors, si vous avez un poste hospitalier, en général, vous avez quand même du temps et aussi des moyens pour faire de la recherche. À partir du moment où vous enseignez et vous faites de la recherche, vous pouvez rentrer dans le parcours académique, et alors il y a là les stades. Alors d'abord vous êtes ce qu'on appelle madrir, après vous êtes senior, martse, je ne sais pas si il y a un titre comme ça, conférencier. Ensuite martse bachir, ça je suis sûr, c'est maître assistant, maître conférencier, maître assistant. Et si vraiment vous avez bien écrit, puis vous montrez que je suis aujourd'hui dans les commissions qui nomment les autres, c'est comme ça. Alors pour devenir maître assistant, pour devenir professeur, on regarde d'abord excellence dans l'exercice de la médecine. Il faut quand même être un bon médecin. Vous êtes un mauvais médecin, alors vous ne pouvez pas être quand même professeur. Donc il faut excellence en enseignement. Il faut d'abord enseigner. Il faut que vous prouvez que vous enseignez, vous faites assez d'heures d'enseignement et que vous avez de bonnes notes de vos élèves. Excellence dans l'exercice. Et aussi une excellence il faut aussi écrire. C'est-à-dire il faut faire de la recherche et gardez pas vos résultats. Et, vous avez fait de la recherche, vous avez prouvé que le jus de carotte c'est très bon pour la grippe. Alors il faut l'écrire. Et puis il faut que votre publication soit admise dans un journal de notoriété. On arrive vers la fin de l'émission. J'avais quand même une question sur votre parcours personnel. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes à Sharet Zedek? Sharet Zedek, 22 ans à mon avis. 22 ans. C'est quoi d'être en pédiatrie, aux urgences pédiatriques pendant les périodes d'intifada et d'attentats? C'était surtout disons que maintenant c'est mieux organisé. Dans les premières périodes, chaque fois qu'il y avait un attentat, on recevait, à l'époque on n'avait pas de téléphone, on avait des petits beepers, et il y avait un numéro qui voulait dire tout le monde venir tout de suite aux urgences. Alors en général, il y avait tous les médecins qui arrivaient, surtout les premières fois. C'était un petit peu le désordre, le balagan en hébreu. Et c'est la chose la plus émouvante, c'est lorsque le directeur des services des urgences et sa fille ont été tués dans un attentat au Café Hillel à la rue Emek Rephaim. Et Nava et David Appelbaum. Je me souviens, un de leurs fils et un ami de mon fils, et je le vois arriver aux gens, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Yitzhak, qui s'appelle Yitzhak, il m'a dit, je cherche mon père, je le trouve pas. Quelques heures après, il s'avérait que parmi les victimes, c'était le docteur Appelbaum, qui était lui-même le directeur des urgences, et sa fille Nava, qui devait se marier le lendemain.
Alors, moi qui ai malheureusement perdu aussi un enfant dans un attentat au Gush Katif, c'était pour moi encore plus dur. Et je me souviens que j'étais là-bas. Il a été victime de cet attentat peut-être 1 an après que mon fils soit tombé. Mais il faut savoir se sublimer et continuer à travailler. Et maintenant, les choses sont mieux organisées. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas tout le monde, on appelle que vraiment, il y a une équipe qui s'occupe vraiment, parce que quand vous avez un attentat, les personnes qui sont surtout, dont on a besoin, sont surtout les orthopédistes et les chirurgiens. Vous avez moins besoin d'un spécialiste de néonatologie. Il n'y aura pas de prématuré dans les... Il peut y avoir s'il y a une femme enceinte, etc. Mais donc on appelle de façon ponctuelle. J'ai compris. C'est beau comme cette résilience, et en plus ça correspond à votre spécialité, la pédiatrie. Vous contribuez à faire grandir les enfants d'Israël, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Ça boucle finalement, cette boucle pour laquelle vous nous avez expliqué, vous êtes monté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants en Israël. Nous devons parer aux pertes qui, malheureusement, qui notre pain quotidien, malheureusement. Aussi, prions pour que nous puissions vivre ces prochains jours en paix. Professeur Élie Picard, merci beaucoup. Je vous en prie. On a beaucoup appris et c'était aussi une belle leçon d'humilité. Il nous reste aussi à remercier la Fondation Adélis qui nous soutient et bien sûr le studio Qualita dans lequel nous enregistrons. On serait ravis de vous recevoir à nouveau. Je voudrais aussi préciser, donc je donne pas votre numéro parce que vous pouvez donner le numéro de ma secrétaire. Avec plaisir, on le donnera surtout en tout cas, on n'espère pas l'avoir à le donner à des patients, mais surtout à des médecins qui s'intéressent à la LIA et qui voudraient vous poser quelques questions dans le cadre du réseau de l'IM médical. Encore merci pour votre présence aujourd'hui. On vous libère. Merci Jonathan. Merci à vous. Chag Sameach. Chag Sameach à tous.